Et ça revient dans le débat aux États-Unis, Joe Biden qui pourrait taxer les milliardaires américains, une taxation des gains dormants, des plus-values latentes dans les portefeuilles d'actions des plus riches. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a Nancy Pelosi, la responsable de la Chambre des représentants, qui a confirmé cette information, c'était il y a 2 jours sur CNN. C'est encore un projet, mais qui a plus de chances d'aboutir, qui prend de la substance, qui prend corps, qui a des chances encore une fois d'aller jusqu'au bout. Alors oui, aujourd'hui on estime à 50-50. Ça revient souvent dans le débat quand même, cette histoire de taxer les riches aux États-Unis. Alors ça revient souvent. Avec Joe Biden. Progressivement, on va dire, plus globalement, c'est la thématique des inégalités qui sous-tend cette volonté de taxer les plus riches. Alors attention, c'est toujours important en fait de bien définir de quoi on parle. On parle là, pour le coup, en fait, d'une toute petite cohorte très ciblée de gens qui ne sont pas riches, qui sont extrêmement riches, puisqu'on parlerait en fait d'un petit millier de personnes aux États-Unis qui posséderaient plus d'1 milliard de patrimoine ou gagneraient 100 millions de dollars par an au cours des 3 dernières années. Donc en réalité, ils sont un millier. Ils sont voilà, un petit millier. Donc on est vraiment sur un ciblage. L'objectif, c'est pas faire de la progressivité, c'est vraiment d'aller chercher en queue, on va dire, de population, le tout petit nombre qui gagne énormément. Pierre, politiquement, ça a du sens. On sait que les riches américains ont profité parce qu'ils sont plus investis en bourse en proportion et dans l'absolu aussi, et dans l'immobilier que l'américain moyen, que Mr. Smith. Donc voilà, 650 milliardaires américains ont vu leur patrimoine net augmenter de plus de 100 milliards de dollars pendant la crise. Évidemment, donc les gens vont vous dire, Alors, premièrement, c'est le sujet des inégalités ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier en fait que la crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier là où on se trouvait avant crise, aux États-Unis, mais aussi partout ailleurs. Et donc, plus globalement, la question en fait des inégalités, du traitement des inégalités et du fait qu'on réduise les inégalités va être un sujet, probablement peut-être le sujet de la décennie. Mais qui s'est accéléré encore une fois pendant la crise. Qui s'est accéléré aux États-Unis. Alors pourquoi? Parce que, grosso modo, la crise sanitaire nous a fait rentrer dans un monde dans lequel, en gros, les dépenses publiques sont redevenues un sujet en fait central dans nos économies. C'est quand même ça, en fait, la nouveauté. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parlait essentiellement de réduction des dépenses publiques et donc, de manière associée, de réduction de fiscalité. On a changé de monde. L'exigence, la crise sanitaire, puis aujourd'hui, en fait, l'exigence des populations quant à un modèle qui serait plus équitable nous amène en fait à avoir plus de dépenses publiques. Et donc la problématique, elle est la suivante. La crise sanitaire nous amène à plus de dépenses publiques. Pendant un temps, tout ça est financé par les banques centrales. Donc on n'a presque pas besoin de revenus tout de suite, puisqu'en fait, c'est la dette qui nous permet d'assumer cela. Sauf que cette béquille monétaire... On sent bien, entre guillemets, qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser outre mesure. Donc se pose la question maintenant des recettes nécessaires pour continuer à mettre en œuvre des projets soit d'investissement, d'infrastructure, soit de dépenses sociales, parce que sous-jacent aux États-Unis, il y a bien entendu en fait la volonté de réduire les inégalités en augmentant, je dirais, le pavé social du modèle économique sous-jacent. Donc, à un moment donné, dépenser, il faut aussi en fait avoir en face des recettes, et c'est la raison pour laquelle vous verrez la thématique en fait de la taxation des plus riches. Alors là, on parle de plus-value latente. Demain, ça sera peut-être... C'est une révolution, cette histoire de plus-value latente. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'appelle Elon Musk ou Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, ils ne payent pas d'impôt sur leur plus-value latente. Au prétexte qui est logique que ces gains, encore une fois, n'existent pas tant qu'ils ne sont pas encaissés. Voilà, c'est toute la problématique en fait de la valorisation d'un stock de choses que vous possédez et ce que vous avez véritablement sur votre compte en banque. Alors, juste pour revenir, on va revenir dans le détail sur ce que c'est la plus-value latente et sur la probabilité qu'une mesure comme celle-ci ait de devenir en fait réalité. Mais plus globalement, vous verrez que dans les années à venir, la thématique en fait de la taxation, soit des entreprises les plus riches en augmentant le taux d'imposition spécifiquement pour les entreprises qui gagnent le plus au niveau mondial, les États-Unis, en Chine, parce qu'en réalité, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, la Chine, elle passe tout de suite de la parole aux actes, à savoir qu'elle a déjà implémenté, entre guillemets, un resserrement autour des plus riches chinois aujourd'hui qui doivent mettre au pot, et ce n'est pas autre chose que les propos qui sont tenus par Joe Biden. Donc vous verrez que ça sera la taxation des entreprises les plus riches, ça sera l'augmentation à terme, et ça sera obligatoire, du taux d'imposition marginale sur les revenus. Donc là, on ne parle pas de plus-value latente, mais on parlera de revenus réels, à savoir lorsque les gens vendent, eh bien, probablement le taux d'imposition marginale, c'est-à-dire le taux auquel, en gros, les plus riches vont être taxés, va progressivement augmenter. On est autour de 37% aux États-Unis. Il ne faut pas oublier le fait que dans le passé, ces taux-là, ils ont atteint entre 70 et 95%, y compris aux États-Unis. Ça remonte il y a très très longtemps. Ça remonte à avant Reagan, avant Reagan, grosso modo. Okay. Donc ça a duré des années 30 jusqu'au début des années 80. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point, mais des tentatives innovantes de carrément taxer les plus-values latentes. La plus-value latente, c'est quoi ?
Et c'est là où on voit bien que tout de suite les juristes s'immiscent en disant que de toute manière, si jamais ça passe, ça sera attaqué de toutes parts. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. La plus-value latente, c'est je possède une action, le prix de l'action augmente, donc je vais être taxé sur la plus-value fictive, puisque je ne vous l'avais pas sur votre compte en banque. Ouais. Vous le voyez sur votre compte bancaire parce que la valorisation de votre patrimoine augmente, mais vous n'avez pas à disposition la liquidité associée. Pour avoir à disposition, il faudrait vendre pour liquider, transformer cet actif en liquidité sur votre compte en banque pour pouvoir acheter un bien ou un service. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a réciprocité, à savoir que si jamais l'action monte, qu'est-ce qui se passe en termes de finances publiques si l'action baisse, si les marchés actions baissent de 30% ou de 50%? Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi intégrer en termes de fiscalité les moins-values latentes? Donc, vous allez faire un crédit d'impôt à tous les gens qui ont payé en fait lorsqu'ils ont touché des plus-values latentes. Donc, techniquement, c'est compliqué. Et pour aller plus loin... Donc ça n'ira pas jusqu'au bout? C'est peu probable, mais ça ne veut pas dire que cette thématique-là ne va pas être une thématique moderne d'avenir, et voire même d'avenir, en fait, dans les années à venir. Il est probable qu'on s'oriente plutôt vers quelque chose qui, pour l'instant, a été rejeté, qui serait une augmentation du taux d'imposition marginale. Je répète, qu'est-ce que c'est? Il y a deux dimensions. C'est lorsque vous gagnez beaucoup, eh bien, au-delà d'un certain seuil, eh bien, votre taux d'imposition augmente. Aujourd'hui, il est relativement limité d'un point de vue historique, 37% aux États-Unis. C'est faible. Donc, il est probable que c'est cela, en fait, pour qu'on taxe véritablement les flux d'argent que les gens gagnent pour écrêter et réduire les inégalités. C'est le premier point. Et le deuxième point, vous verrez, cette fameuse thématique que François Hollande avait évoqué, est-ce qu'il faut taxer le capital comme le travail ou le travail comme le capital, qui a une dizaine d'années, va probablement revenir parce que même aux États-Unis aujourd'hui, donc là je parlais du taux d'imposition marginale sur les revenus, donc revenus du travail, 37%, mais le taux d'imposition en fait des revenus du capital est aujourd'hui moins taxé que celui du travail. Donc on va y avoir probablement convergence de la taxation des revenus réels, donc du capital, donc à l'avenir, et probablement voire même, alors du coup, convergence des deux, et probablement augmentation sur les parties en fait de personnes qui gagnent le plus. Mais c'est vraiment un sujet... Mais pas sur cette mesure de taxation des gains fictifs, parce qu'on parle de 200 milliards de dollars, encore une fois, sur 10 ans, ce que ça pourrait rapporter sur, encore une fois, ces super riches qui ont plus d'1 milliard d'actifs ou qui dégagent plus de 100 millions de dollars de revenus sur 3 ans. 200 milliards de recettes en plus, ce n'est pas négligeable sur 10 ans, mais quand on voit que ça sert à financer les plans d'investissement de Joe Biden qui, eux, sont 2 000, 3 000 milliards de dollars, le compte n'y est pas. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'entre guillemets, ce n'est pas suffisant qu'il ne faut pas commencer. Donc, prenons bien conscience que probablement nous changeons d'air. Nous avons vécu depuis le début des années 80 un ère dans lequel, en gros, la pression fiscale n'a cessé de diminuer. Alors, je sais qu'on est en France, et donc les gens ont du mal à comprendre ça parce que ça a été moins vrai en France qu'ailleurs. Ouais. Mais partout dans le monde, on a vécu en fait quelque chose d'historique qui est en gros la baisse de la pression fiscale, quel que soit le sujet, que ce soit celui du capital, que ce soit celui du travail. Et donc, il y a un retour de manivelle dans le monde entier. On a atteint un niveau plancher qui fait qu'à un moment donné, maintenant, pour investir, et si on estime que la sphère publique doit jouer un rôle en termes de plan d'investissement et de gestion, entre guillemets, ou de gestion en fait, d'un niveau d'inégalité qui soit raisonnable et acceptable, donc qui va nécessiter en fait des mécanismes budgétaires de redistribution, eh bien, il est très probable, très probable, voire même certain aujourd'hui, qu'on a atteint un niveau plancher et qu'on va re-rentrer en fait, dans une dynamique qui est vraiment tout à fait nouvelle, celle qu'on a connue. Ce qui place la France à contre-temps pour le coup. Complètement à contre-temps. Mais vous savez, malheureusement, c'est triste à dire, mais la France, dans les modèles qu'elle emploie, est souvent assez anachronique. C'est-à-dire qu'en fait, elle met du temps à se ranger aux actions des autres, mais souvent trop tard, lorsqu'entre guillemets, il est le temps de le faire. Quand les autres sont en train de changer. Prenez l'exemple en fait, de Nicolas Sarkozy, qui est arrivé au pouvoir. Rappelez-vous, en fait, son programme économique, c'était quoi? De faire de la France un pays de propriétaires à l'image des États-Unis de l'époque. C'était tellement anachronique, à savoir qu'on était en fait à la veille de ce prime, et entre guillemets, on voulait suivre le rythme des États-Unis avec 10 ou 15 ans de retard. C'est pareil sur la fiscalité. Donc sur la fiscalité, on parle bien en fait des revenus et du patrimoine. Donc, attention, il est très peu probable que par contre, on ait une augmentation de la fiscalité sur la production. Donc là, le sujet principal, il faut faire attention lorsqu'on parle de fiscalité. Là, on parle en fait de fiscalité des revenus, du patrimoine, voire même du travail pour les tranches les plus élevées. On ne parle pas en fait d'impôts de production. Il est très peu probable qu'on voit les impôts de production augmenter, encore moins en France où elles sont déjà au taquet. Impôts de production, c'est ce que les entreprises payent pour produire. Voilà, là, qui peuvent être considérées. Exactement. Elles sont contre-productives et nous font dégrader en termes de compétitivité. Par contre, en ce qui concerne le patrimoine, tout le monde va y venir parce que pour financer l'ensemble des projets d'investissement, aujourd'hui que les gens doivent financer l'ensemble des dépenses sociales, la Banque centrale, les banques centrales ne sont pas là ad vitam
vitam aeternam, et c'est vraiment le sujet du moment. Donc, extrêmement intéressant. La crise sanitaire, comme d'habitude, doit non être considérée comme un changement majeur, mais comme une accélération d'un phénomène qui avait déjà débuté avant. Hein, c'est toujours la même histoire. Tous les votes politiques depuis le milieu des années 2010 nous donnent en fait, cet indice que la thématique des inégalités, c'est la thématique de l'avenir. Et les grands du monde y travaillent. Les États-Unis d'un côté, la Chine qui passe déjà à l'acte. L'Europe suivra probablement, peut-être avec un temps de retard. C'est en gestation en Chine, on sort un peu du sujet, mais c'est en gestation en Chine ou c'est... Clairement, c'est en gestation. Mais attention, parce que c'est comme pour la gestion, en fait, vous savez, des grands trusts technophiles. La capacité des Chinois de passer de la parole aux actes est beaucoup plus rapide qu'en Occident, y compris aux États-Unis. Attention, vous savez qu'au mois d'août, attention, bon, mais au mois d'août, donc Xi Jinping a bien dit que très clairement, en ciblant les cohortes de riches, qui a explosé évidemment, hein, cette cohorte a explosé au cours des 15 à 20 dernières années, et dit maintenant il va falloir entre guillemets rendre un petit peu et partager un peu plus la richesse accumulée jusqu'à maintenant. Alors là, pour le coup, en langage chinois, ça veut dire que eh bien, les règles vont faire rentrer dans le rang tous ces riches, et donc on va rentrer dans une dynamique beaucoup plus socialisante en Chine, et ça a déjà été le cas, en fait, c'est déjà le cas depuis 9-12 mois. Bon, avec des taxes qui sont déjà sorties de terre. Non, pas pour le moment. Voilà. Pas pour le moment. Bon. Mais il y a ça la va parole, venir les actes vont suivre après. Voilà, c'était au mois d'août, hein, donc on n'est qu'au mois d'octobre, mais ça ne devrait pas traîner. Du coup, beaucoup là-bas, on va dire, il y a une vraie grande inquiétude sur ce sujet-là, où on constate un virage beaucoup plus à gauche du pouvoir chinois, qui est presque un virage à 180 degrés, parce que n'oublions pas qu'au cours des 30 dernières années, tout de même, en fait, la base du modèle économique chinois, c'était enrichissez-vous. Exactement. Donc, le fameux mot du début des années 90 de Deng Xiaoping. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, explication, analyse. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.